Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir l'effet de l'absolutisme et le début du constitutionnalisme en Angleterre. Alors, si on fait une petite revue de ce qu'on a vu dans le premier unité, à la fin, lorsqu'on s'est quitté, Élisabeth I était reine d'Angleterre et Élisabeth I avait réinstauré le système anglican que son père Henri VIII avait instauré en Angleterre. Donc, elle va être, premièrement, elle va être protestante. Et deuxièmement, elle va être connue comme la Reine Vierge, donc ce qui veut dire qu'elle va avoir aucun héritier. On va voir comment est-ce que ça va causer des problèmes en Angleterre. D'abord, avant de commencer, en Angleterre, depuis 1215, il y a ce qu'on appelle le Magna Carta. C'est essentiellement un document qui dit que le roi n'a pas tout le pouvoir, que le roi doit toujours consulter, euh, qu'il doit consulter le Parlement ou la Chambre des communes avant de prendre une décision. Donc, je ne veux pas nécessairement dire que la Chambre des communes va aller à l'encontre du roi, mais il doit les consulter. Donc, ce qui me mène au prochain point, ils ont une Chambre des communes. Okay? Contrairement à la France est un pouvoir absolu. Louis XIV a tout le pouvoir. Ici, en Angleterre, techniquement, ils ont une Chambre des communes qu'ils doivent consulter. Une des choses qui est différente différent. C'est très similaire aux nobles de la robe qu'ils ont en France, donc d'où ce qu'on peut acheter notre noblesse ici est entièrement acheté. Okay, donc, les gens qui sont dans le Parlement, les gens qui sont assis dans la salle des communes sont des nobles qui ont acheté leur noblesse. Donc, c'est des gens qui ont de l'argent. Euh, et une grosse partie de ce groupe-là, de ce regroupement au Parlement-là, sera puritain. Donc, les puritains, c'est une version plus intense des protestants. Les autres, ils pensent que les anglicains respectent trop, ont trop une tendance catholique. Eux, c'est des gens extrêmement à l'encontre du catholicisme. Donc, là, on voit que le gouvernement de l'Angleterre, le Parlement de l'Angleterre, va être très, très, très puritain. Et une autre chose qui est importante de reconnaître ici, c'est que les puritains sont des gens qui travaillent fort. Donc, ils ont une mentalité auquel on doit toujours travailler pour ce qu'on a dans la vie. Donc, l'argent qu'ils ont, ils l'ont gagné, puis c'est des gens qui ont travaillé fort pour l'avoir. Donc, ils sont où ils sont en raison de leur éthique de travail. Une des choses qui est importante à reconnaître, c'est que Henri VIII avait instauré un système hiérarchique, comme on a vu un peu lors de la Renaissance avec le pape, le monarque. Pour la religion anglicaine, Henri VIII avait fait un système similaire, sauf le monarque est le chef de la religion anglicaine. Donc, contrairement aux catholiques, que ce sera le pape. Dans ce cas-ci, ça va être le monarque. Ensuite, il va y avoir des évêques et des prêtres, etc. Donc, lui avait fait un système comme ça, mais là, on va voir l'apparition d'un système presbytérien. Presbytérien, c'est très similaire la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un leader pour chaque région. Donc, dans une région presbytérienne, mettons la région de Londres, il va y avoir un presbytérien, donc un leader qui est en charge de déterminer qu'est-ce qui va se passer dans la religion protestante dans cette région-là. Donc, on voit l'apparition des presbytériens et on voit qu'en Écosse, c'est extrêmement presbytérien. Okay, donc, l'Angleterre, certains membres commencent à penser, surtout les puritains, ce serait peut-être une bonne idée d'aller vers la route presbytérienne. Ce qui va déclencher des nombreux problèmes, ça va être la mort d'Élisabeth I. Rappelez-vous, elle n'a pas d'héritier. Donc, ils vont faire une petite recherche, ils vont découvrir que Jacques, qui est à l'époque le roi de l'Écosse, lui, il était le fils de Marie d'Écosse. Donc, je vais vous rappeler un peu qu'est-ce qui est arrivé dans le premier unité. Marie d'Écosse, c'était une dame qui était la reine de l'Écosse, pardon, qui était la prochaine en ligne pour être la reine d'Angleterre. Okay? Juste après, si Élisabeth I meurt, Marie d'Écosse sera au pouvoir. Les catholiques ont essayé de faire un complot, de tuer la reine Élisabeth pour que Marie soit au pouvoir. Toutefois, hein, lorsqu'Élisabeth a découvert ceci, Élisabeth a fait tuer ou assassiner Marie d'Écosse, okay? Donc pour pas qu'il y ait de danger envers son règne. Une des choses aussi qui est importante, c'est que Henri VIII, euh, c'est sa nièce, le Marie d'Écosse, sa nièce. Donc Henri VIII, lui, il veut pas aucunement que ce côté-là de la famille vienne au pouvoir. Okay? Donc, il veut pas, il a dit avant qu'il mange, je veux pas que ce côté-là de la famille qu'on appelle les Stuarts, je veux pas qu'eux, ils viennent au pouvoir. Donc, une des choses importantes avec Jacques le premier, il était déjà roi de l'Écosse à l'époque. Il a été nommé roi de l'Angleterre. À 13 mois, sa mère venait de mourir. Qui venait de la tuer? Élisabeth I. Et il était protestant. Donc, on voit que les ultra-catholiques voulaient Marie d'Écosse au pouvoir. Elle est morte tellement jeune que la noblesse écossaise a influencé Jacques à ce qu'il devienne protestant. Bon, on sait que c'est extrêmement presbytérien dans ce bout-là. Et lui, il était un des messieurs
qui était très protestant, mais que ça faisait un peu peur aux catholiques. Donc, on se souvient, Élisabeth était protestante, mais anglicane. Lui était beaucoup plus penchant vers le puritain ou presbytérien de la façon qu'il était élevé, mais il va éventuellement tourner un peu plus anglicain parce qu'évidemment, comme roi, c'est une des façons que tu peux assurer le pouvoir, tu es au top de la hiérarchie de l'anglicanisme. Donc, lui, ce qui est reconnu pour avoir vraiment frustré les catholiques, c'est la conspiration des poudres. En anglais, on appelle ça le gunpowder plot. OK, donc le gunpowder plot, c'était organisé par les Jésuites. Donc, vous vous souvenez, les Jésuites, c'était comme les forces marines des catholiques. Les Jésuites avaient organisé de faire exploser le Parlement lorsque Jacques Ier était pour les dessus. Donc, il était pour aller dans la chambre basse, juste en dessous, mettre un paquet de poudre à canon et le faire exploser pour éventuellement tuer le roi qui était juste au-delà. Le problème avec ça, c'est qu'il y a le mot qui s'est fait passer que le roi a entendu parler. Donc, ils ont descendu en bas et ils ont pogné M. Guy Fawkes dans l'acte de préparer l'explosion. Donc, Guy Fawkes, il a été torturé devant le public, il a été tué devant le public pour rappeler aux gens à quel point on niaise pas avec le roi, là. Dans ce cas ici, dorénavant, ils ont inventé la soirée Guy Fawkes. Ça, c'était pour rappeler au public le pouvoir du roi et comment est-ce que Dieu a fait certain que le roi ne meurt pas. Donc, Dieu a aidé le roi à découvrir que Guy Fawkes, donc Dieu est anglicain. Dans ce cas-ci, c'était la mentalité. Pour ceux d'entre vous qui reconnaissent peut-être le nom Guy Fawkes, le poème Remember, Remember the 5th of November, ce qui vient du film V for Vendetta, euh, c'est de là d'où ça vient. Donc, les masques Guy Fawkes, c'est un masque de Guy Fawkes. Et si je ne me trompe pas, à la fin du film V pour Vendetta, il explose le Parlement, si je ne me trompe pas, et il tue le roi. Jacques va être aussi roi de l'Irlande, donc roi d'Écosse, roi de l'Angleterre, roi de l'Irlande. Bien sûr, aujourd'hui, on reconnaît ça comme la Grande-Bretagne. Il va faire référence à ceci comme la Grande-Bretagne. Ce ne sera pas officiellement reconnu comme la Grande-Bretagne, mais il va faire référence comme les trois pays étant la Grande-Bretagne. Et une des choses avec Jacques, c'est que lui, il croit dans l'absolutisme. Donc, il croit vraiment que son pouvoir est absolu. Un des exemples de ça, c'est quand il a été mis au trône de l'Angleterre. En arrivant dans le village, il était dans son carrosse. Il a remarqué quelqu'un qui piquait dans les poches des autres. Donc, quelqu'un qui volait les autres par leurs poches. T'as mal dit ça. Afin de bien de démontrer son pouvoir absolu, il a arrêté le chariot, il a arrêté toute la cérémonie. Il a dit, toi, viens ici. Il l'a fait tuer devant tout le peuple. Donc, il a montré un peu son pouvoir. Lui, il est mort parce qu'il a piqué dans les poches des gens. Donc, faites bien attention au roi Jacques Ier. Il était aussi à l'encontre du presbytérien éventuellement, comme j'ai mentionné. Il dit sans évêque, il n'y a pas de roi. OK? Donc, sans les évêques qui sont au pouvoir dans les régions, sans le système hiérarchique, il n'y aura pas de roi. Donc, une autre façon, il voit aussi qu'il est pouvoir divin. Okay? Il est là parce que Dieu veut qu'il soit là. Lui, il va rencontrer des problèmes au niveau du Parlement parce que lui, il va commencer à taxer le gouvernement. Okay? Il va commencer à mettre des taxes. Lui, il va vouloir retourner en guerre avec l'Espagne pour quelque chose qui est arrivé dans la guerre de 30 ans. Donc, lui, c'est pas nécessairement important qu'est-ce qu'il va faire. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dissoudre le Parlement en raison des taxes et du Magna Carta. Donc, le Magna Carta dit qu'il doit consulter le Parlement. Il ne veut pas consulter le Parlement. Il veut strictement taxer. Il ne veut même pas lui demander qu'est-ce qu'il pense de ça. Donc, lui, il va dissoudre le Parlement. Il va dire, j'ai le pouvoir absolu. Le Parlement va éventuellement revenir lorsque son fils Charles va être au pouvoir. Mais une des choses qui est importante à reconnaître, c'est que le peuple avait un énorme manque de respect pour lui. D'un, il n'était pas anglais, il était écossais. Donc, ça fait une différence. De deux, il a dissous le Parlement. Il était en train de taxer son peuple énormément. Et il était, pas nécessairement ouvertement, mais c'était connu au travers du peuple qui était homosexuel. Donc ça, c'est une autre chose qu'à l'époque n'était pas nécessairement acceptée, mais c'est notre roi. On ne peut pas vraiment faire rien à l'encontre de notre roi. Et lui, il faisait des choses de façon publique à le laisser savoir qu'il était homosexuel. Son fils, qui va entrer au pouvoir, sera Charles I. Et Charles I, lui, ce qui est important, il va épouser la sœur de Louis XIII. Donc le premier Louis vraiment le fils de Henri de Navarre. Donc on voit aussi qu'il se marie entre les royautés. C'était une façon de s'assurer qu'il y ait la paix entre certains pays, donc la France et l'Angleterre en ce moment. Lui, il va croire dans le pouvoir absolu. Okay, donc, M. Charles, il va croire aussi dans le pouvoir absolu comme son papa,
mais lui va connaître des conflits avec le Parlement, encore une fois. Donc, j'ai dit qu'il était dissous, il va revenir. Lui, il va encore une fois vouloir aller contre l'Espagne pour une raison d'un conflit pendant la guerre de 30 ans. Et il va aussi instaurer un système auquel il dit on couche chez vous. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tous les soldats, pendant les temps morts, donc pendant qu'on n'est pas en guerre, ils vont coucher dans la maison de d'autres gens. Ils ont le droit d'aller chez vous et faire qu'est-ce qu'ils veulent. Tu dois les nourrir, tu dois les loger, tu dois leur trouver un lit. Euh, Ce qui est un peu étrange, que le Parlement ne va pas aimer, mais lui, il sauve de l'argent. Au lieu de bâtir des bases militaires, les soldats sont logés dans les maisons des gens. L'autre chose qu'il va faire, c'est qu'en 1625, au lieu de taxer le peuple, il va dire que tu dois prêter de l'argent au roi. Donc, en d'autres mots, tu me donnes de l'argent et puis moi, je vais vous le redonner un jour. Okay, tu peux voir qu'il y a certains nobles qui ne vont pas être en accord avec ceci. Donc, les nobles, eux, de leur côté, ils vont pas nécessairement le payer. Ils vont se faire arrêter, ils vont se faire mettre en prison. Donc, en 1628, le Parlement lui-même va se mettre à l'encontre du droit. Ils vont créer un document qui s'appelle la Pétition des droits. La Pétition des droits, essentiellement, ce que ça dit, c'est que ça veut dire que chaque fois que tu veux taxer le peuple, tu dois consulter le Parlement et tu n'as pas le pouvoir juridique de condamner quelqu'un. Okay? Donc, ça va être un juge, un tribunal, ça va être un système auquel tu n'as pas le pouvoir dessus. Okay? Donc, ça, c'est deux choses que le Parlement veut être considéré. On s'en plaint, comme Magna Carta le dit techniquement, mais ça, ils voulaient que le roi signe une pétition qui dit oui, je suis en accord avec ceci, je vais suivre ces lois-là. Donc, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il va dissoudre le Parlement de 1629 à 1640. Donc, pendant 11 ans, il va être un monarque absolu en Angleterre. Donc, lui, pour pas trop être trahi, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont le détester avec sa décision, il va inventer des façons de taxer son peuple. OK, donc, d'abord, ce qu'il va réaliser, c'est que, OK, je ne veux pas nécessairement imposer des taxes parce que je sais que les gens ne vont pas être de bonne humeur. Donc, je vais chercher historiquement, est-ce qu'il y avait des lois qui ont été inventées que peut-être que les gens n'ont pas respectées? Il a découvert la loi en 1278 qui dit que si tu faisais plus que 40 pounds en argent anglais, que tu devais devenir, ou tu devais aller voir le roi pour devenir un chevalier officiellement. On s'entend que 40 pounds, il y a beaucoup de gens qui font ça 400 ans plus tard, là, mais presque 400 ans plus tard. Okay? Pardon, oui. Donc, tu regardes ici, dans ce cas ici, lui il dit ah, regardons ça, la majorité de la population n'est pas venue me voir pour ça. Ben, dans ce cas-là, il va falloir qu'il paye une amende. Oui, tu n'as pas venu me voir pour devenir chevalier, je vais te faire payer une amende. Et il va aussi reprendre le concept de l'argent de bateau. L'argent de bateau existait de façon antérieure pour protéger les gens qui sont sur le bord de l'océan. Donc, tous les villages sur le bord de l'océan, eux, ils devaient payer de l'argent de bateau parce que ça l'assurait, il y avait des gens qui protégeaient la frontière ou qui protégeaient les côtes de l'Angleterre. Dans ce cas ici, lui, il va dire non, c'est pas juste ça, le peuple. Tout le monde va le payer, mais tout le monde va payer tout le temps, même si on n'est pas en guerre. Donc, c'est une autre façon de taxer son peuple. Un des défis qu'il va rencontrer, c'est en 1639 à 1640, il va essayer d'imposer la religion anglicane sur l'Écosse. Puis l'Écosse, on sait que c'est une religion presbytérienne. L'Écosse va être en beau maudit. L'Écosse va se révolter contre le roi. Donc lui, pour essayer de regrouper le peuple anglais et dire, écoute, on doit aller calmer l'Écosse, il va rappeler le Parlement. Le Parlement va dire, on va revenir, mais il faut que tu signes la pétition qu'on t'a demandé de signer 11 ans passés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dissoudre le Parlement. Donc là, les Écossais qui se révoltaient en Écosse vont commencer à se rendre en Angleterre. Fait que lui, il va paniquer. Il va dire, OK, je, je vais vous rappeler puis je vais signer la pétition. Mais là, ils vont dire, OK, mais tu vas pas juste signer la pétition. Voici ce que tu dois être en accord avec aussi. D'un, tu ne peux pas dissoudre le gouvernement sans le vouloir. Okay? Donc, sans que le Parlement veuille se faire dissoudre, tu ne peux pas nous dissoudre. Donc, à moins que nous autres, on demande, on s'en va, on veut rien savoir de toi, tu ne peux pas nous dissoudre. On doit se rencontrer au moins une fois à chaque 3 ans. C'est ce que je veux dire. De l'autre côté, on peut faire comme Louis XIV qui appelait jamais son Parlement. Non, à tous les 3 ans, tu dois nous appeler. Peu importe. L'argent de bateau est illégal et le roi ne peut pas inventer des lois. Donc, le pouvoir judiciaire un peu, mais c'est plus le pouvoir législatif dans ce cas-ci. Tu ne peux pas juste inventer des lois et des taxes comme ça te tente, tu dois consulter le Parlement. Donc, ça va durer un peu, pas longtemps. Ce que le roi voulait faire éventuellement, c'est qu'il va vouloir avoir une armée pour se rendre en Irlande. Parce que l'Irlande, vous savez que c'est uber catholique.
OK, donc catholiques irlandais. Il veut imposer la religion anglicane, mais ici, là, je ne peux pas juste dire je vais imposer, il va falloir que je le fasse physiquement. Donc, naturellement, il doit consulter le Parlement. Le Parlement va refuser, pardon, le Parlement va refuser de l'engagement. Ils vont dire qu'il n'y a aucun intérêt anglais d'envahir l'Irlande. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans le Parlement avec un paquet d'officiers et il va essayer de mettre les membres puritains du gouvernement en prison. Donc, ça, c'est la majorité du gouvernement, c'est la majorité du Parlement. C'est les gens qui sont puritains. Donc, lui, il va essayer de le faire. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ils vont aller à l'encontre du roi. Ils vont déclarer une guerre contre le gouvernement. Donc, on va avoir une guerre civile en Angleterre. Okay, les deux équipes où il va y avoir deux côtés. Le premier étant les cavaliers. Donc, ça, c'est ceux qui appuient le roi. Vous voyez royaliste ici, tout ce qui est en rouge ici. Ça, c'est au début, okay, en 1642, au début de la guerre. Ils vont aussi avoir l'alliance de l'Irlande. Donc, c'est drôle qu'ils voulaient envahir l'Irlande. Puis ensuite, il y a l'appui d'Irlande. La raison pour laquelle il fait ça, c'est que les Irlandais sont catholiques. Ils ont peur que si les têtes rondes, qui sont ceux qui appuient les puritains et qui ont l'Écosse de leur côté, l'Irlande a peur que si eux rentrent au pouvoir, qu'ils vont imposer une religion puritaine, ce qui est comme anti-catholique envers l'Irlande. Tandis que s'il reste avec le roi, c'est anglicain, ce qui est comme tolérant envers les catholiques. Donc, lui, ça va être les deux équipes. Vous voyez la progression en 1642. 1643, les cavaliers ont gagné beaucoup de terrain, mais par 1644, et 1645, c'est vraiment fini pour les cavaliers. Euh, les têtes rondes, ce qui va les aider, c'est qu'ils vont avoir une armée moderne. Okay? Donc, ils vont avoir les puritains, ils vont avoir les gars travaillants, ils vont avoir le peuple et la classe moyenne qui vont être menés par Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, je l'ai dit en classe, c'est intense ce gars-là. J'ai utilisé l'expression, c'est un badass qui veut tuer, qui veut gagner. Ils vont éventuellement gagner le pouvoir. Charles I va abandonner. Donc, ils vont capturer Charles I. OK? Euh, et là, ils vont regrouper le Parlement. Et puis, ils vont être en train de décider qu'est-ce qu'ils faire avec. Mais en attendant, ils vont dire, il va falloir qu'on dise à Oliver Cromwell de calmer ses nerfs. Mais Oliver Cromwell va refuser de se calmer. Okay? Donc, un exemple, c'est que l'Écosse, bien qu'il était sur le côté des têtes rondes, lorsque Charles voyait qu'il était en train de perdre la guerre, l'Écosse, il va lui dire, écoute, je vais vous laisser être presbytérien si vous joignez mon côté, puis si on gagne la guerre. Donc, l'Écosse va changer de côté, puis quand Oliver Cromwell va entendre parler qu'ils ont changé de côté, il va aller en Écosse, il va aller tuer des gens avec son armée. Okay? Et de l'autre côté, les puritains vont aussi exiler tout ce qui est anglicain du gouvernement. Donc, ça va être seulement des puritains qui vont être au Parlement. Et avec ces puritains-là, ils vont organiser un jugement pour le roi. Donc, ils vont dire, OK, on va faire un jugement pour le roi. Évidemment, le roi va être vu coupable de trahison. On va y couper la tête, comme vous voyez ici dans le dessin, super cool. Ça va être la fin de la guerre civile en 1649. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un énorme coup à la théorie de l'absolutisme. OK? Donc, on va voir que, dans le fond, ça ne fonctionne pas, l'absolutisme. Le peuple peut se révolter si le peuple veut. Et c'est quelque chose qui va inspirer la Révolution américaine, c'est quelque chose qui va inspirer la Révolution française. De 1649 à 1653, il va seulement avoir une chambre des communes. Il va avoir un nouveau roi qui va entrer au pouvoir, donc Jacques le deuxième. Pardon, Charles II va entrer au pouvoir, le fils de Charles I. Et c'est à partir de ce moment qu'ils vont mentionner qu'ils sont un Commonwealth, donc ils ont un but commun entre les nations, dont le Canada en fait partie. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.